Je m'appelle Julien. J'ai 29 ans et je travaille comme technicien informatique pour un hôpital de taille moyenne. Je vis dans un appartement de type T3 en banlieue lyonnaise. Mes semaines sont assez routinières, des horaires de matin, la salle de sport après le boulot et les courses le samedi. Ma petite amie s'appelle Léa. Elle a 27 ans et nous étions ensemble depuis un peu plus d'un an. Elle s'est installée chez moi il y a 4 mois et nous partagions les frais, pas de manière parfaitement égale, mais assez pour que j'aie l'impression de mener une vraie vie commune. Léa est le genre de personne qui peut être charmante pendant 10 minutes puis devenir cinglante dès qu'elle s'ennuie. Elle parle vite, fait des blagues aux dépens des autres et agit comme si tous ceux qui réagissaient étaient le problème. Je ne suis pas novice avec les femmes au caractère bien trempé et je n'ai pas besoin de quelqu'un de fragile, mais avec elle, j'avais toujours l'impression qu'elle testait mes limites pour voir jusqu'où elle pouvait aller. Le plus gros problème récurrent était son ex, Maxime. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans et ont rompu juste avant qu'elle ne me rencontre. Elle jurait qu'ils s'entendaient mieux en tant qu'amis. Cela ne m'enchantait pas, mais je me disais que je pouvais gérer une amitié entre adultes si elle restait respectueuse. Mais elle ne l'est pas restée. Au début, c'était des cafés improvisés, puis c'est devenu des soirées entières. Elle mentionnait cela comme un détail insignifiant tout en mettant son mascara, comme si elle annonçait qu'elle allait simplement relever le courrier. Si je posais des questions, elle levait les yeux au ciel en disant que je faisais encore mon insécure. Il y a 2 soirs, elle est rentrée tard, sentant l'odeur du bar du quartier, et a posé son téléphone face contre le comptoir. Je lui ai demandé comment s'était passée sa soirée. Elle a répondu « sympa ». Maxime était de meilleure humeur que d'habitude. Cette formulation m'a dérangé, comme si j'entendais parler d'un petit ami et non d'un ex. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec le fait qu'elle passe autant de temps seule avec lui, surtout le soir et en buvant de l'alcool. J'ai précisé que je n'essayais pas de la contrôler, mais que je demandais simplement des limites logiques si nous étions sérieux. Elle a ri, s'est appuyée contre le cadre de la porte comme si j'étais un collègue racontant une mauvaise blague, et a dit que c'était mignon que je sois jaloux quand elle voyait son ex. Puis elle a ajouté « Tu n'as peut-être pas tout à fait l'étoffe d'un petit ami ». Je n'ai pas répliqué. Je suis resté silencieux parce que quelque chose en moi s'est instantanément brisé. Quand elle a dit ça, je n'ai pas ressenti de colère. Je me suis senti libéré. Pas libéré de la conversation, mais de l'équation que j'essayais de résoudre depuis des mois. Jusqu'à cet instant, j'avais abordé la situation comme un problème que je pouvais régler avec une meilleure communication. J'avais demandé des plans plus clairs, suggéré des sorties en groupe plutôt que des verres en tête-à-tête, et j'avais même proposé de rencontrer Maxime pour qu'il ne soit plus une présence fantomatique dans mon couple. Chaque suggestion avait été traitée comme si je demandais la permission d'exister dans mon propre appartement. Son commentaire sur mon manque d'étoffe n'était pas seulement une insulte, c'était un positionnement hiérarchique. Elle présentait mon inconfort comme une faiblesse et elle-même comme l'évaluatrice. Je ne suis pas en compétition pour ma propre relation. Elle est allée prendre sa douche, un sourire satisfait aux lèvres, comme si elle venait de marquer un point. J'ai nettoyé la cuisine en silence, repensant aux 4 derniers mois depuis son emménagement. Les fois où elle rentrait tard sans me prévenir, la façon dont elle disait que Maxime la connaissait mieux que quiconque, même quand j'étais juste à côté d'elle, et la manière dont elle comparait ma gestion des situations à la sienne. Si la situation avait été inversée, si je buvais seul avec mon ex chaque semaine et que je disais à Léa qu'elle était mignonne de se sentir bizarre, je sais exactement comment ça se serait passé, il y aurait eu une scène et une liste d'exigences. Mais quand je demandais un respect de base, j'étais juste insécure. Je suis allé me coucher avant qu'elle ne sorte de la salle de bain. Je n'ai pas déclenché de dispute, je n'ai pas fouillé dans son téléphone, je n'ai fait aucune menace dramatique. Je suis resté allongé à faire des calculs. Le bail est à mon nom, les factures d'électricité et Internet aussi. Elle me transférait sa part du loyer chaque mois, mais il n'y avait aucun engagement légal au-delà des meubles partagés et de son courrier qui arrivait ici. À minuit, j'avais déjà décidé de ce que j'allais faire. Non pas par jalousie, mais parce que je refusais de rester là où je suis ouvertement classé derrière un autre homme et moqué pour m'en être aperçu. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures comme d'habitude. Elle dormait encore. J'ai fait du café, ouvert mon ordinateur et posé une demi-journée de congé. Puis j'ai commencé à sortir les cartons du placard de rangement. Je n'ai pas fait claquer les placards ni fait de gestes brusques, j'ai traité cela comme un projet tranquille de samedi matin.
J'ai d'abord emballé les choses faciles, ses chaussures dans l'entrée, ses plateaux de maquillage qui envahissaient la moitié du comptoir de la salle de bain, et la pile de courriers à son nom que je devais lui donner. J'ai étiqueté chaque carton au marqueur noir pour éviter toute confusion. Vers 7 heures, elle est entrée dans la cuisine avec l'un de mes vieux t-shirts de la fac, a vu les cartons et a froncé les sourcils comme si j'avais réorganisé les meubles sans lui demander. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai répondu que je m'organisais, ce qui était techniquement vrai. Elle s'est versé un café, a fait défiler son téléphone et a dit qu'elle verrait peut-être Maxime plus tard parce qu'il passait une semaine difficile. Elle a dit ça avec désinvolture, comme si nous n'avions pas eu une discussion sur les limites 12 heures plus tôt. C'était le point final. J'ai dit, d'accord, j'en suis resté là et j'ai continué à emballer. À 9 heures, le côté du dressing qui lui appartenait était à moitié vide. J'ai plié ses vêtements proprement sans rien jeter. Je gardais tout propre parce que je ne voulais pas que le récit soit que j'étais instable ou dramatique, c'était de la logistique, pas de la vengeance. Elle a fini par comprendre quand j'ai débranché sa lampe de bureau et enroulé le fil. Elle m'a demandé si j'étais sérieux. J'ai dit oui. Elle a ri à nouveau, mais cette fois le rire était plus forcé. Elle a demandé si je rompais vraiment avec elle par pure insécurité. Je lui ai dit que je mettais fin à notre relation parce que je ne sors pas avec des gens qui méprisent mes limites et se moquent de moi parce que j'en ai. Elle a croisé les bras et a dit que je prouvais son point de vue sur mon manque d'étoffe, et que les hommes matures font confiance à leurs partenaires. Je lui ai répondu que les partenaires matures ne testent pas la confiance des autres pour s'amuser. Il y a eu un long silence. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait pas de répartie immédiate. Elle m'a demandé où elle était censée aller. Je lui ai rappelé que Maxime habitait à 10 minutes d'ici. Elle m'a regardé comme si je venais de suggérer quelque chose d'outrageant. Je ne plaisantais pas. Je lui ai dit que je ne la jetais pas à la rue, qu'elle avait des options, ses parents vivent à 1 heure d'ici, elle a 2 amis proches en ville, et bien sûr Maxime, qui semble être assez stable pour être sa priorité émotionnelle plusieurs soirs par semaine. Elle a dit que j'étais dramatique et que tous les couples se disputaient. J'ai acquiescé sur le fait que les couples se disputent, mais que ceci n'était pas une dispute, c'était un schéma comportemental où j'exprimais une limite et où elle la transformait en défaut de caractère. Elle a changé de tactique, sa voix s'est adoucie. Elle a dit que je surréagissais, qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit et qu'elle plaisantait. Je lui ai demandé de m'expliquer la blague, mais elle en a été incapable. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par une négociation sur un standard de respect inférieur. Je lui ai aussi précisé que, puisque le bail était à mon nom, je lui donnais jusqu'à la fin de la journée pour récupérer ce dont elle avait besoin. Je l'aiderais à porter les cartons jusqu'à sa voiture, je ne me disputerai pas, mais elle ne resterait pas ici. Elle m'a accusé de menacer son logement. J'ai clarifié qu'elle était ici depuis 4 mois sans être sur le bail et que je n'étais pas légalement tenu de lui donner un préavis indéfini, mais que je lui accordais toute la journée car je n'étais pas sans cœur. Elle a fait les 100 pas dans le salon en disant que je choisissais ma fierté au détriment de l'amour. Je lui ai répondu qu'il ne s'agissait pas de fierté, mais d'alignement, si elle pensait sincèrement que je n'avais pas l'étoffe d'un petit ami, alors je réglais ce problème pour elle. Cela l'a touchée. Vers midi, elle a commencé à sortir ses vêtements du placard et à les fourrer dans une valise avec moins de soin que j'en avais mis dans les cartons. Elle marmonnait des remarques sur ma prétendue fragilité. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé le dernier carton et je l'ai empilé près de la porte. À 15 heures, sa voiture était pleine. Quand elle s'est tenue sur le pas de la porte, elle s'attendait à ce que je la retienne. Je ne l'ai pas fait. Je me suis écarté et j'ai tenu la porte ouverte. Elle est restée là quelques secondes comme si la scène ne correspondait pas au script dans sa tête. D'habitude, quand elle poussait, je repoussais, c'était notre rythme, un commentaire acerbe de sa part, une explication défensive de la mienne, puis un débat circulaire qui finissait par mes excuses pour avoir été trop sensible. Cette fois, pas de débat, juste de la logistique. Elle a demandé si c'était tout. J'ai dit oui. Elle a demandé si j'allais vraiment laisser tomber 1 an de relation comme ça. Je l'ai corrigée en disant que c'était fini au moment où elle avait décidé que mon inconfort était un divertissement. Cela l'a agacée plus que si j'avais crié. Elle a dit que Maxime n'avait jamais essayé de la contrôler. J'ai répondu que si passer des soirées tardives à boire seul avec un ex tout en vivant avec son partenaire ne nécessitait aucun ajustement, alors nous avions des définitions fondamentalement différentes du contrôle et du respect.
Elle a secoué la tête en répétant que j'étais insécure. J'ai dit que c'était possible, mais que l'insécurité ne se soignait pas par l'humiliation. Elle a tenté une dernière approche en demandant si nous pouvions prendre quelques jours pour nous calmer. J'ai dit non, car se calmer implique une confusion, et je n'étais pas confus. Elle a chargé le dernier carton dans son coffre et l'a claqué plus fort que nécessaire. Je suis resté sur le trottoir, les mains dans les poches, sans lui barrer la route ni la poursuivre. Avant de monter dans sa voiture, elle a dit que je le regretterais et que la plupart des femmes ne supporteraient pas une jalousie comme la mienne. Je lui ai dit que je ne cherchais pas la plupart des femmes, mais une femme qui ne me compare pas à son ex dans ma propre cuisine. Ce fut mes derniers mots. Elle est partie sans rien dire de plus. Je suis remonté, j'ai verrouillé la porte et j'ai d'abord changé le mot de passe du Wi-Fi. Puis j'ai changé les identifiants de streaming, pas par méchanceté, mais par souci de clarté. Après cela, je me suis assis sur le canapé dans un appartement beaucoup plus calme. Je m'attendais à ressentir quelque chose de dramatique, de la colère, de la tristesse ou de la panique, mais j'ai surtout ressenti du soulagement. Elle m'a envoyé un message environ 20 minutes après son départ. Ça a commencé de manière prévisible par « Tu es sérieux là ?» Puis ça a dégénéré en paragraphes expliquant comment je l'avais prise au dépourvu, comment les couples normaux règlent les problèmes et comment j'agissais de manière froide et transactionnelle. Elle a dit que je l'avais humiliée en suggérant qu'elle loge chez Maxime. J'ai tout lu une seule fois sans répondre. 1 heure plus tard, elle a essayé de m'appeler. J'ai laissé sonner, puis un autre appel, puis une notification de message vocal. Je l'ai écouté car je voulais m'assurer qu'il n'y avait rien de logistique à régler. Ce n'était pas le cas. Elle pleurait, mais pas de tristesse, plutôt d'irritation. Elle disait que je la punissais d'avoir des amis et que j'allais finir par me calmer et réaliser que j'avais surréagi. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle croyait encore que c'était temporaire. Je ne veux pas être la leçon de quelqu'un qui pense que tout redeviendra comme avant. J'ai envoyé un dernier message court, je ne souhaite plus de contact. Merci d'organiser la récupération de tes derniers petits objets uniquement par email. Puis j'ai bloqué son numéro. Sans drame, sans discours, juste bloqué. Je l'ai bloqué sur Instagram, Facebook et Snapchat. Je l'ai supprimé de l'album photo partagé. J'ai déconnecté ses appareils de mes comptes de streaming. Je n'ai rien posté de vague ou d'émotionnel. Dans les 10 minutes qui ont suivi, elle a essayé d'appeler d'un autre numéro. J'ai bloqué celui-là aussi. Les gens demanderont probablement pourquoi je n'ai pas gardé la communication ouverte par maturité. La réponse est simple, chaque désaccord précédent s'était transformé en une performance où elle essayait de gagner. Je ne participerai pas à une autre manche. La bloquer n'était pas une question de colère, mais de protection. Je sais comment elle fonctionne, si elle sent une fissure, elle pousse jusqu'à ce que cela devienne une porte. Il n'y a plus de porte. Le soir venu, l'appartement semblait différent, non pas vide, mais stable. Vers 21 h, quelqu'un a frappé. Je n'attendais personne. En ouvrant, Maxime était là. Il ressemblait exactement à ce que j'imaginais, un sweat à capuche décontracté, les mains dans les poches, une expression entre l'inquiétude et la satisfaction personnelle. Il s'est présenté comme si nous n'avions pas gravité l'un autour de l'autre pendant 1 an à travers des histoires et des comparaisons. Il a dit que Léa était chez lui et qu'elle était bouleversée, qu'elle lui avait dit que j'avais surréagi et que je l'avais mise à la porte pour rien. Je lui ai dit que je ne discutais pas de ma relation avec des tiers. Il a souri d'une manière qui suggérait qu'il pensait avoir l'avantage. Il a dit qu'il voulait juste s'assurer que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de malentendu, précisant qu'ils étaient toujours restés proches et que cela n'avait jamais eu pour but de me menacer. Cette formulation était intéressante, jamais eu pour but de me menacer. Je lui ai répondu que le fait que cela me menace ou non était hors de propos, ce qui importait était que cela franchissait une limite que j'avais clairement communiquée. Il a haussé les épaules en disant que certains mecs n'arrivent tout simplement pas à supporter que leur copine ait un passé. À ce stade, il était évident que ce n'était pas une visite de paix, mais un test pour voir si j'allais craquer, m'excuser ou demander des détails. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai dit qu'elle n'était plus ma petite amie et que je n'attendais plus de visite à mon domicile. J'ai ajouté que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle pouvait m'envoyer un email à moi, pas à lui. Il a demandé si j'étais vraiment prêt à gâcher 1 an de relation par jalousie. J'ai répondu, je suis prêt à mettre fin à une relation où mon inconfort est moqué puis défendu par l'homme qui le cause.
Ça a fait mouche. Il avait l'air beaucoup moins amusé après ça. J'ai gardé la porte partiellement fermée tout le long. Je ne l'ai pas invité à entrer, je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas débattu. Quand la conversation n'a plus avancé, j'y ai mis fin. Je lui ai dit, ce n'est pas ton problème à régler. Bonne nuit. Puis j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. 5 minutes plus tard, j'ai reçu une notification de mail. C'était Léa. L'objet tenait en un mot, sérieusement? Le message était plus long que tous les SMS qu'elle m'avait envoyés dans la journée. Elle disait que je l'avais humilié devant Maxime en refusant de lui parler, qu'il essayait seulement d'aider et que j'avais rendu les choses gênantes. Elle répétait que j'avais surréagi et que des adultes normaux n'emballaient pas les affaires de quelqu'un du jour au lendemain sans discussion. J'ai lu attentivement car un email semble plus délibéré qu'un SMS. Il n'y avait aucune excuse, aucune reconnaissance du commentaire spécifique qu'elle avait fait, rien sur le fait de m'avoir dit que je n'avais pas l'étoffe d'un petit ami, rien sur son rire quand j'avais exprimé mon malaise. Tout le ton était centré sur la façon dont ma réaction l'affectait. Elle disait qu'elle ne savait même plus si elle voulait être avec quelqu'un d'aussi rigide, froid et calculateur, et que les relations exigeaient de la flexibilité. J'étais d'accord sur un point, les relations exigent de la flexibilité, mais pas sur le respect de base. J'ai répondu une seule fois. J'ai écrit, je ne suis pas intéressé à revenir sans cesse sur la même limite. J'ai communiqué clairement que tes vers fréquents, tardifs et en tête-à-tête avec ton ex me rendaient mal à l'aise. Tu as méprisé cette inquiétude et l'as présentée comme un défaut de caractère. Ce n'est pas de l'incompatibilité, c'est du mépris. J'ai aussi clarifié un point important, je ne l'avais pas jeté dehors de manière impulsive, j'avais mis fin à la relation et lui avais demandé de quitter un appartement qui m'appartient légalement. Il y a une différence. Je lui ai dit que je coordonnerais un moment cette semaine pour qu'elle récupère les 2 derniers objets oubliés, et qu'ensuite, il n'y aurait plus de contact. Je suis resté factuel, sans insulte ni sarcasme. Elle a répondu en quelques minutes en disant que je déformais les choses et que j'étais insécure bien avant cela. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai archivé la conversation et j'ai configuré un filtre pour que ces emails aillent directement dans un dossier que je ne vois pas à moins de le choisir. Je ne vais pas débattre de mes propres standards avec quelqu'un qui les traite comme un défaut de personnalité. Mais ce qui m'a le plus dérangé n'était pas son email, c'était ce que mon ami Nicolas m'a dit le lendemain matin. Je suis allé à la salle de sport comme d'habitude pour garder mon équilibre. Alors que je finissais une série, Nicolas s'est approché avec un regard hésitant. Il m'a demandé si ça allait avec Léa. Je lui ai dit que nous avions rompu. Il a hoché la tête lentement en disant que c'était logique, puis il a hésité. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a raconté qu'il avait croisé Léa et Maxime dans un bar il y a 2 semaines, pas celui du quartier, mais un autre à l'autre bout de la ville. Il pensait que j'étais au courant. Il a précisé qu'ils ne ressemblaient pas à 2 personnes qui discutaient simplement, ils étaient assis très proches, elle avait la main sur son bras, et il riait d'une manière très intime. Il a souligné qu'il n'avait rien vu d'explicite, mais que s'il ne connaissait pas l'histoire, il aurait juré qu'ils étaient ensemble. Cela ne m'a pas choqué, cela a clarifié les choses. Ce qui me dérangeait n'était pas l'éventuelle tromperie, mais le récit qu'elle avait construit. Elle faisait croire que j'inventais des tensions, que mon inconfort était purement hypothétique, alors qu'en réalité, elle recréait une dynamique qui ressemblait exactement à un rendez-vous amoureux. J'ai remercié Nicolas. Je ne me suis pas mis en colère, je n'ai pas quitté la salle en furie, j'ai fini mon entraînement. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à la chronologie, à la fréquence accrue de leur sortie, aux comparaisons, à la façon dont elle s'illuminait quand il l'appelait mais semblait s'ennuyer quand je parlais de ma journée. Tout concordait. De retour à l'appartement, j'ai vérifié le dossier de mes filtrés. Il y avait 3 nouveaux messages. Le ton avait changé, moins d'accusations et plus de tâtonnements. Elle demandait si c'était vraiment fini, suggérait que nous avions peut-être tous les 2 mal géré la chose et proposait de se voir en personne pour discuter comme des adultes. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai mis les 2 derniers objets restants dans un carton, un sèche-cheveux et une photo encadrée de nous l'été dernier. J'ai fixé un créneau de récupération pour le samedi après-midi dans un email d'une seule phrase. Pas de discussion, pas de rencontre, pas de nostalgie. C'est laquelle a tenté son dernier coup. Samedi est arrivé vite. Elle a envoyé un email le matin même demandant si nous pouvions parler quand elle viendrait. J'ai répondu par une ligne, la récupération est à 14 h.
Je laisserai le carton devant la porte. À 13h55, j'ai posé le carton dans le couloir et j'ai verrouillé ma porte. Je n'avais aucune envie d'une négociation sur le pas de la porte ou d'une scène dans le couloir. À 14h03, elle a envoyé un SMS d'un nouveau numéro pour dire qu'elle était là. Je n'ai pas répondu. Une minute plus tard, j'ai entendu ses pas, puis on a frappé à la porte, de manière contrôlée. Elle a appelé mon nom à travers la porte en disant que nous devrions au moins finir cela correctement, que j'étais froid et qu'après tout ce que nous avions partagé, elle méritait une conversation en face à face. Je suis resté silencieux. Elle a alors essayé un ton plus doux, disant qu'elle avait peut-être mal réagi à mon commentaire sur la jalousie, qu'elle ne le pensait pas vraiment et qu'elle était juste frustrée. C'était ce qui ressemblait le plus à une prise de responsabilité de toute la semaine, et cela n'apparaissait que maintenant qu'elle réalisait que je ne céderais pas. J'ai ouvert la porte juste assez pour me tenir dans l'encadrement sans l'inviter à entrer. Elle avait l'air différente, moins confiante. Elle a admis qu'elle ne pensait pas que j'irais jusqu'au bout, qu'elle pensait que j'allais me calmer et m'excuser comme d'habitude. Cela a tout confirmé. Je lui ai dit calmement qu'au moment où elle avait ri et mis en doute mes qualités de partenaire, elle m'avait montré comment elle évaluait ses relations. J'ai dit que je n'étais pas intéressé par la compétition avec un ex ou par le fait d'être testé en permanence. Elle a rétorqué que Maxime était juste quelqu'un de familier et que cela ne signifiait rien. J'ai répondu que la familiarité était acceptable, mais pas le manque de respect. Elle a demandé s'il n'y avait vraiment aucune chance. J'ai dit non, pas parce que je la haïssais ou que j'essayais de gagner, mais parce qu'une fois que je perçois du mépris, je n'essaie pas de le négocier pour obtenir de la simple tolérance. Elle a ramassé son carton. Pas de câlin, pas d'adieu dramatique, juste un long regard comme si elle était en train de recalculer toute la situation. Puis elle est partie. J'ai verrouillé la porte pour la dernière fois et j'ai définitivement supprimé son contact. Cela fait 3 semaines. Pas de SMS, pas de visite, pas de drame. Et pour la première fois depuis des mois, mon appartement me donne l'impression de m'appartenir, au lieu d'être une scène de théâtre où je suis constamment évalué. Si cela fait de moi quelqu'un qui n'a pas l'étoffe d'un petit ami, ça me va très bien.